Ça fait quelques épisodes que je produis de cette chronique et je commence à me roder un peu. Dès que j'ai une œuvre qui me tape dans l'œil, paf, j'attaque et du coup, j'ai encore plein d'idées pour la suite. Il y a juste un seul bémol, ça fait 3 épisodes que je vous dis qu'ici on va faire de la dissertation alors qu'en vrai on fait plus de l'analyse de texte ou d'œuvres vu que Doom c'est pas un texte. Donc je suppose que je vais devoir encore plus bosser sur cet épisode. Du coup, on n'a qu'à dire que les précédents c'était l'échauffement. Ok, alors un matin de novembre 2020, j'ai rouvert un jeu pour la première fois depuis bien avant. D'ailleurs, ce jeu, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté Paraplay Geek, parce que j'ai pas arrêté d'y jouer depuis en fait. Ce jeu, je vous le donne en mille, c'est Destiny 2. Et mon mois du passé, pas autant passé que de novembre 2020, mais plutôt novembre 2022, quand il a écrit la liste des trucs dont il voulait parler dans la bibliothèque, il a évidemment mis Destiny. Mais comme il me fallait un axe pour ma dissertation, j'ai mis l'immersion au-delà du jeu. Du coup, aujourd'hui, on a dit qu'on dissertait. Je dois faire les choses bien, et pas sortir tous mes arguments de mes connaissances personnelles, donc pour la première fois, j'ai pris un moteur de recherche et j'ai tapé immersion littéraire, et je me suis cultivé. En plus, l'un des premiers résultats parlait de jeux vidéo, du coup je suppose que l'immersion au sens littéraire n'existe pas vraiment. Enfin bref, j'ai été particulièrement intéressé par un article de l'Université du Québec à Montréal, écrit par Alexandre Couturier et Gabriel Trépanier-Jobin, qui se sont embêtés à ma place pour réunir certain nombre de références et fournir un exemple d'analyse de jeu à la lumière de leur réflexion. Partez donc du principe qu'une grande partie du travail que je fais ici se base sur cet article que je vous joins en description. Pour ceux qui cherchent à voir les choses un petit peu différemment de simplement un point de vue consommateur, sachez que c'est assez intéressant de lire ce genre d'article. Voilà, tout ça c'était pour planter le contexte. On va pouvoir passer au sponsor, je veux dire à l'intro. Bon, on va se poser une question importante pour attaquer un tel sujet, c'est qu'est-ce que l'immersion au regard du jeu vidéo? Et comme je suis maintenant quelqu'un de plus cultivé que 10 minutes avant, je vais vous dire ce que sont en réalité les différentes facettes de l'immersion vidéoludique. Encore une fois d'après les articles que j'ai étudiés. Parce que au regard du dictionnaire, l'immersion c'est se plonger dans un environnement ou un milieu en totale déconnexion avec son environnement d'origine. Et à moins de me faire totalement absorber par l'écran, j'ai peur de ne pas pouvoir appliquer littéralement cette définition aux jeux vidéo. À moins que vous ne me parliez de réalité virtuelle, et justement vous auriez partiellement raison. Parce que on va distinguer un certain nombre de dimensions à l'immersion au sens général, parmi lesquelles on va trouver l'immersion kinesthésique, qui prend en compte les contrôles et le matériel. On retrouvera aussi l'immersion spatiale, dans le sens géographique du jeu, affective avec les émotions ressenties, et je précise qu'on ne parle pas de scénario, parce qu'on va la distinguer de l'immersion narrative, et enfin l'immersion ludique au sens de l'expérience proposée, du défi ou de la performance attendue. La vérité, c'est que les gens sont pas vraiment d'accord sur ce qu'ils mettent dans l'immersion. Donc on va synthétiser les différents modèles et tous les mettre ensemble. Mais on va où avec ça? En fait, je me suis posé des questions sur l'immersion et je me suis dit, est-ce que on mesure la qualité d'une expérience vidéoludique à la capacité immersive de l'œuvre? Et à ça, Pong dit non. Donc déjà, on va restreindre l'étendue de notre discussion aux jeux qui comportent au moins les 5 composantes dont on a parlé, et en particulier la narrative, qui peut très facilement disparaître dans certains concepts. Évidemment, il existe des conditions et des jeux qui favorisent la prévalence d'une des 5 dimensions de l'immersion plutôt qu'une autre. Et du coup, une question découle plus facilement de cela, une question à laquelle on peut répondre oui, non, mais, c'est est-ce qu'une de ces dimensions de l'immersion vidéoludique prévaut sur la qualité du sentiment d'immersion globale ressenti par le joueur? Je sais qu'on a parlé de Destiny en début de vidéo, et patience, ça viendra. Mais on va bel et bien disserter, et on va digérer notre propos autour de plusieurs autres références et comparaisons. Aujourd'hui, l'immersion dans le jeu vidéo, c'est quelque chose d'assez flou, parce que autant c'est un des top arguments de vente autour de la communication de certains jeux, autant je suis assez sûr d'une chose, si on interroge les gens, on n'arrivera pas souvent à la même définition. Commençons par dire que tout le monde se fait sa propre idée de l'immersion, ou de ce qu'il recherche pour sa propre immersion. C'est aussi pour ça qu'en introduction on a distingué 5 catégories, 5 champs d'immersion différents. Mais on voit aussi que certains jeux mettent l'accent sur une certaine catégorie de l'immersion pour mettre en avant ses qualités. Pour bien se rendre compte de ça, on va prendre un exemple assez simple, c'est Subnautica, avec une immersion totale. Il y a 2 trailers pour le jeu Subnautica, un pour le gameplay qui le ferait presque passer pour un jeu d'action, et un cinématique qui aborde moins le scénario que celui du gameplay. Enfin bref, globalement Subnautica c'est un jeu largement vendu autour de son environnement. Doit-on alors croire que c'est la dimension spatiale dans Subnautica qui prévaut sur les autres? Eh ben oui. Alors, oublions pas que dans ma problématique, il est question de pointer la qualité de l'expérience de jeu. Or, je vous parle de marketing depuis 5 minutes. En fait, il est intéressant de parler marketing parce que ça nous permet de bien voir ce que les gens qui produisent les jeux pensent intéressant de vous montrer dans ce qu'ils ont fait.
Il y a un lore dans Subnautica. D'ailleurs, c'est une expérience que j'ai trouvée assez unique pour un bac à sable. Mais je dirais que sur Subnautica, on reste sur du spatial parce que même si j'adore ce que le jeu fait, et sans vous le spoiler, ces jeux où le scénario vous dit qu'il y a un truc assez imminent qui va se produire et assez grave, genre tu vas mourir dans 2 jours, ou ta mémoire va être effacée, ou le système solaire va exploser dans 20 minutes, si tu laisses ton jeu allumé et qu'il se passe rien pendant des jours, ça casse un petit peu le truc. Et pour ton immersion narrative, disons que c'est pas extrêmement sain. Dans les autres catégories, on peut trouver tout autant d'exemples, la dimension kinesthésique étant peut-être la plus floue pour ceux qui ne se sont jamais posé la question. Mais pour vous expliquer l'idée, en gros, l'immersion kinesthésique, c'est le fait de calquer ses contrôles de manière à pouvoir par exemple séparer des parties du corps sur différentes parties de la manette, jusqu'à carrément avoir le corps au centre de l'action, comme dans des jeux en motion capture, des jeux avec la Kinect par exemple, ou la réalité virtuelle encore une fois. Moi je vais prendre un exemple de ce qui a à une époque été le pic de l'immersion kinesthésique, c'est Wii Sport. J'ajouterai que plus les contrôles sont instinctifs, et meilleure sera cette partie de l'immersion. D'après Calera et son modèle holistique, l'engagement, vu que lui il parle d'engagement et pas d'immersion, implique que le joueur n'ait plus à porter consciemment attention aux éléments qui composent son immersion. Et je pense que l'exemple de la maîtrise instinctive des contrôles est assez parlante pour ça. Derrière l'immersion ludique, on va trouver le défi et les possibilités offertes par le jeu. Ça peut juste être un jeu de voiture comme, je sais pas au hasard, Project Gotham Racing sur Xbox 360, ou juste moi jouant à savoir jusqu'où je peux aller avec le grappin dans Halo Infinite. La dimension narrative va elle s'exprimer dans des jeux où l'histoire avance de manière fluide, cohérente, crédible, et que j'arrive à suivre encore une fois comme je pourrais trouver sur un Red Dead Redemption 2. D'autant plus que ce volet ne demandait même pas d'avoir joué au 1. Et enfin la dimension affective, mais là, c'est à chacun son exemple, et moi, c'est Zelda Twilight Princess. Et présenté comme ça, on voit que ces exemples que j'ai utilisés offrent des expériences drastiquement différentes, ainsi la comparaison est impossible, et vous avez raison de le penser. Donc on a 2 options pour continuer à parler. Soit aller chercher des exemples d'œuvres vidéoludiques plus complètes, et ça c'est pas évident, soit prendre la problématique à l'envers et aller vers des jeux où l'immersion est absente, pour faire le comparatif. Je vais pas me risquer à ce stade de la vidéo à nommer des jeux que je trouve complets sur l'immersion, parce que, par exemple, à la lumière des éléments qu'on vient de citer, Red Dead Redemption 2, qui m'apparaissait avant comme un jeu extrêmement complet au niveau de l'immersion, ne l'est pas vraiment. Parce que si on prend l'exemple de l'immersion spatiale, on n'est pas au point du tout, parce qu'on est laissé très peu dans l'instinctivité de la chose. Dans Red Dead Redemption 2, impossible de faire abstraction de la boussole ou de la minimap. Comme dans beaucoup de jeux, il n'y a pas de souci là-dessus. La map est bien construite, mais le jeu n'est pas designé pour qu'on puisse se passer de la minimap. Et même si vous pourriez le faire, ça demanderait un temps tellement grand qu'on peut pas ranger ça dans une immersion réussie. Mais bref, du coup si effectivement je peux vous citer plein d'exemples de jeux mettant l'accent sur une dimension de l'immersion, je peux pas vous faire un tri objectif de ces différentes expériences. Mais des jeux qui manquent de ces dimensions d'immersion font-ils une si grande différence ? Bon alors, imaginons un monde où, tel un DJ, je peux mixer la qualité qu'on retrouve dans les différentes sections de l'immersion. Eh bien, la vérité, c'est que ça n'aurait aucun intérêt, parce que juste dire je vais évaluer un jeu dont toutes les dimensions sont absentes, sauf une, et à la fin tu finis avec un bilboquet. Plus sérieusement, il est possible de le faire, mais on revient à la même problématique qu'avant, c'est que les expériences proposées, au mieux seront tellement différentes qu'elles ne peuvent pas être comparées, et au pire seront juste de mauvais jeux. Donc on va entamer un voyage qui va nous permettre d'approfondir un facteur influençant la qualité de l'immersion, et c'est le personnage joueur, auquel je vais inclure tout vaisseau, armée, bâtiment, entreprise, équipe d'intervention, bref tout ce qui peut être l'entité représentant le joueur. Bah oui, parce que quoi qu'il arrive, la passerelle qui nous relie à ce monde du jeu vidéo, c'est le personnage, même si celui-ci peut prendre des formes très différentes. D'après Arsenault, on va à partir de là dissocier 2 catégories, le personnage et l'avatar. Le personnage, c'est l'entité ayant sa propre apparence, psyché, histoire, tout ce qui font de lui une entité dissociée du joueur. C'est votre Geralt de Rive, votre Arthur Morgan, votre Bruce Wayne, votre Gordon Freeman, bref. Là où l'avatar est un personnage modelable ou non, sans plus de substance que celle que le joueur lui donne. Ce personnage peut être nommé sans pour autant casser la règle, puisque parfois le joueur a encore le choix de son histoire. Le meilleur exemple pour ça que je puisse vous trouver, c'est un Sims, que vous modéleriez comme un avatar de vous ou autre, et à votre sauce. Et un exemple plus complexe en revanche, mais qui reste tout de même dans cette catégorie, ce serait par exemple l'inquisiteur Trevelyan dans Dragon Age Inquisition. Celui-ci a une histoire, mais vous êtes libre de la partager, de la choisir par des dialogues du jeu, et la seule chose que vous ne changez pas, c'est sa classe, parce que guerrier c'est la vie. Non, évidemment je plaisante. La seule chose que vous ne changez pas, c'est ses origines, mais ça ne brise
brise pas la règle selon laquelle celui-ci peut être votre avatar, car c'est également un levier sur lequel vous n'avez jamais eu aucune incidence dans le monde réel. Notez qu'à cet instant, il ne s'agit que de citer deux manières différentes d'aborder le personnage joueur, et pas un comparatif objectif de leur qualité. Parce que même si on pourrait être tenté de dire que l'avatar est la meilleure méthode d'immersion, il s'agit juste d'une façon différente d'aborder la chose. Avec d'une part un personnage qui soit vraiment une extension de soi dans un jeu vidéo, et dans lequel on aurait plutôt tendance à se projeter, et d'autre part une entité distincte de nous, dont on serait l'acteur en quelque sorte, et où le levier d'immersion serait là une identification plus qu'une projection. Et on trouve de bons comme de mauvais exemples dans les deux cas, et surtout, tout cela est très dépendant du joueur en lui-même et de ses actions. Pour reprendre l'exemple de Red Dead Redemption, quand Arthur Morgan, bandit de grand chemin, cavalier émérite, tireur hors pair, badass de tous les badass, se mange un trottoir et se brise la nuque contre l'auge des chevaux, il y a des chances que ça rentre en conflit avec ce que le jeu essaye de vous raconter de lui, et donc avec votre identification au personnage. Et d'autre part, certains personnages éponges, souvent muets, qui se contentent de faire ce qu'on leur dit, sans rouspéter, comme par exemple, je sais pas à tout hasard, les personnages de Red Dead Redemption 2 en ligne, sont tout aussi néfastes à cette phase de l'immersion, alors qu'on pourrait penser qu'en tant qu'avatar, ils sont beaucoup plus à même de nous apporter une expérience satisfaisante. L'influence du personnage, elle se ressent sur l'ensemble des critères qu'on a explorés juste avant. C'est pour ça que c'est intéressant de parler de ça. Mais le problème, c'est que ça ne nous aide pas du tout, parce que comparer, ça reste assez difficile, même avec le levier du personnage. Je vous propose donc de commencer à jouer avec les leviers de chaque dimension de l'immersion pour voir si on obtient un comparatif plus clair. Est-ce qu'il existe des jeux complets dans 4 catégories, mais pas dans la 5e? Alors déjà, on va exclure la partie immersion kinesthésique, et vous savez pourquoi? Parce que sauf exception de jeux qui n'offrent pas de choix de paramétrage, le joueur peut faire ce qu'il veut avec les contrôles, et peut améliorer ou complètement dégrader cette part de l'immersion. De plus, j'ai pas assez d'expérience dans la réalité virtuelle pour en parler. Sur la dimension narrative, c'est assez simple. Prenons Fall Guys. Un jeu, pour le coup, ne raconte vraiment rien. Comparons-le à un jeu où la cohérence spatiale est parfois désordonnée, comme, allez, au pif, myhouse.wad. Oui, je sais, c'est pas un jeu, c'est un mode, mais ça compte. À un jeu qui n'offre pas de défi ou ne requiert aucun skill particulier, comme disons un Telltale. Tout ça, ce sont encore une fois des expériences vidéoludiques qui n'ont rien à voir entre elles. Et maintenant, comparons ça avec un jeu qui ne fait ressortir aucune émotion aux joueurs, comme je sais pas moi, Baldur's Gate 3. Ceci est un pur troll, par pitié, ne m'assassinez pas en commentaire. Non, par contre, sérieusement, c'est vraiment difficile de trouver l'exemple d'un jeu qui ne fasse rien ressentir aux joueurs. Mais il faut bien faire le distinguo avec le plaisir lié à la victoire ou à la performance, qui serait peut-être à mettre dans la catégorie de l'immersion ludique, et malgré tout, on a toujours moyen d'aimer des jeux sans raison concrète qui nous viennent. Souvent, à cause de facteurs internes ou externes au jeu. Finalement, la partie affective de l'immersion est sans doute la partie la plus sensible des différentes facettes de l'immersion. Maintenant, la vraie question qui découle de cette pensée, c'est est-ce que cette facette de l'immersion améliore de manière critique l'immersion dans le jeu? Eh ben je pense que oui. On en revient à la même chose que je vous répète depuis plusieurs épisodes, quand on aime les choses, on se focalise sur le positif, et on élude le négatif. C'est une leçon que beaucoup de grands hommes m'ont fait, et qui, si elle peut paraître péjorative, n'a rien de mauvais en soi. Bref, c'était un aparté. Évidemment, avec un constat pareil, la deuxième partie risque de devenir très courte, parce que même si je prends l'exemple d'un jeu que tu vas moins aimer affectivement, ça influencera toujours ton immersion globale dans les deux sens. C'est la même chose qui se passerait avec un PJ tellement à l'ouest émotionnellement qu'il vous sort du jeu, n'est-ce pas Hogwarts Legacy? Mais finalement, il y a un autre problème, la dimension affective, elle vous est propre, et surtout elle ne s'adresse pas qu'à vous. Et enfin, dans le positif comme dans le négatif, pour moi, elle est toujours à peu près là, dans tous les jeux. Finalement, elle est un facteur commun. Bon, la réponse reste oui, mais afin de continuer et faire une synthèse de ma première vraie grosse dissertation, je vais exposer le raisonnement suivant. Est-il possible d'aller plus loin et de trouver, imaginons, une 6ème dimension à l'immersion? Auquel cas, un jeu ayant une 6ème dimension à l'immersion serait complètement différent des autres. Ok, alors appelons ça 6ème dimension de l'immersion, ou sinon je vous autorise à penser que c'est une sous-dimension de la dimension affective. Je pense qu'il est temps pour moi de vous parler de MMORPG. Si je vous parle de cette notion, c'est tout simplement parce que selon moi, l'aspect continu de l'apport en contenu de ce type de jeu contribue à une chose assez singulière. C'est l'ancrage au cours du temps de l'expérience de jeu. Bien sûr, c'est assez délicat, parce que cela est plus vrai pour un joueur qui suit le contenu en continu à sa sortie plutôt que quelqu'un qui vient le découvrir quelques années après. C'est le cas de mon expérience sur WoW par exemple. L'ancrage dans le temps, il n'est pas spécifique de ce genre de jeu, parce que si on reprend l'exemple d'un casu comme Fall Guys, les gens qui vont y jouer principalement sur toute une période donnée de leur vie vont bien sûr relier la période en question au jeu.
Et c'est bien de ça que je veux parler. Juste, encore une fois, l'évolution du contenu en continu est pour moi un élément qui favorise cet ancrage dans le temps, parce que c'est vraiment une partie de l'expérience de jeu. Et il est enfin temps pour moi de vous parler brièvement de mon expérience sur Destiny. Alors, Destiny appartient à la catégorie du looter-shooter, c'est une niche assez spécifique de jeu /MMO /jeu service que le premier opus a plus ou moins contribué à créer et à laquelle le jeu a régné en maître, aux côtés de concurrents comme Warframe qui arrivaient un petit peu à se distinguer. Mais pour faciliter toute la compréhension, on va considérer que Destiny est un MMORPG, car au fond, c'est ce qu'il est. Destiny 2 est sorti en août 2017. À l'époque, on a commencé sur l'arc narratif de la Guerre Rouge. J'ai ensuite fait une pause sur le jeu et j'y suis revenu pendant la période de l'extension Renégat, touchant à peine à l'extension La Malédiction d'Osiris, ponçant l'extension Warmind, et c'est tout. Puis très longtemps après, j'ai repris le jeu pour un live de Paraplay Geek, l'espace de l'événement d'Halloween qui était assez chouette. Quelques mois plus tard, je me réinstalle cette fois définitivement sur le jeu, à l'époque de son extension Au-delà de la lumière. Avant de faire celle-ci, je complète Renégat, que j'avais laissé de côté, Bastion des Ombres qui est l'extension qui la suit, et je reprends enfin à Au-delà de la lumière, au cours de sa 4e et dernière saison, celle des Disparus, avant de ne plus lâcher le jeu. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Déjà, il faut comprendre que l'histoire d'amour n'a pas été immédiate, j'ai mis assez longtemps à ne serait-ce que comprendre comment fonctionne Destiny. Mais tout ça, malgré tout, m'a permis de jouer à presque tout le contenu hors saison de Destiny 2 depuis sa sortie. Sachant que, je précise, je n'avais pas joué à Destiny 1. Et aujourd'hui, tout ce contenu, plus personne n'y a accès en fait. Ça peut être bizarre à entendre, mais au fur et à mesure des besoins du scénario et des errances matérielles de Bungie, du contenu a progressivement disparu du jeu. Pratique commerciale crapuleuse pour certains, il n'empêche que le contenu n'est plus là. De la même manière qu'aujourd'hui, des assos, l'équivalent de Destiny des donjons de WoW, qui existaient au tout début, ont depuis été remasterisés pour coller au contexte géopolitique de l'extension en cours. Vous voyez où je veux en venir? Destiny est un jeu qui vit. Destiny est un jeu qui avance, que vous le vouliez ou non. Je vais faire un disclaimer, parce que tout ce que je vais dire, je vais le dire à la lumière du fait que j'ai eu la chance de jouer au contenu aujourd'hui disparu. J'ai réussi à relativiser mon expérience comme je vais l'expliquer, mais je trouve ça dommage que pour les nouveaux joueurs, bien sûr, on ne puisse plus retrouver les anciens contenus. Même si le jeu propose des améliorations dans ce sens, c'est toujours pas aussi bien que d'avoir accès au contenu en question. Sauf que ça fait partie de mon propos. Parlons du personnage, le personnage du gardien. Que vous soyez un joueur de Destiny premier du nom ou que vous arriviez tout juste sur le jeu, votre introduction sera la même. Vous êtes un humain ou une variante humaine qui est morte, on ne sait comment, on ne sait quand, et qui est ramené à la vie par un spectre qui fait de lui un gardien, protecteur de l'humanité qui utilise la lumière que lui confère une entité cosmique muette, le voyageur. Le gardien est votre avatar, il n'est jamais nommé autrement que par sa fonction, mais il est un personnage de l'histoire. Il obtient même une voix à partir de l'extension Renégat. Vous êtes donc libre de vous projeter entièrement dans cet alter ego. Entre tous les joueurs de Destiny, l'introduction est donc la même, mais ce qui change, c'est le contexte. Où en est-on dans le système solaire lorsque vous vous réveillez pour la première fois? Pas seulement les extensions, mais aussi le contenu saisonnier qui fait avancer le scénario par tranche de 3 mois. Pour un nouveau joueur, il est possible de jouer son éveil, puis de tout de suite être envoyé sur le front sans vraiment comprendre les enjeux. Pour les anciens, tout est clair et ça ressemble progressivement à la routine. Ce qui est sûr, c'est que si on se met à Destiny à 2 moments différents, on aura certainement un sentiment très différent par rapport à ses débuts. Et cette histoire de contenu, elle amplifie ça. J'aime parler de l'époque de Renégat à ceux qui ne l'ont pas connu, ou même à ceux qui l'ont connu. J'aime raconter le contenu saisonnier que certains de mes amis ont raté du fait de ce qui leur arrivait dans leur vie à cette époque-là. L'expérience de Destiny est une expérience vivante dans laquelle votre avatar est le héros, au même titre que celui de tous les joueurs en fait, comme dans la vie. Vous êtes le héros de votre propre aventure. Je trouve que pour ça, la carte du personnage amnésique à son réveil est un excellent point. Vous faites partie du scénario tout en étant une page blanche que vous seul remplissez. Autant de contenu auquel vous participez est un moment vécu, et inversement. Destiny est d'ailleurs très premier degré avec tout ça. Tout ce qui fait d'un jeu un shooter multijoueur, tout le compétitif en PvP, est une partie intégrante de la diégèse du jeu par exemple. C'est justifié dans le scénario que ça existe vraiment. Et le fait que du contenu disparaisse au cours du temps, crée un sentiment de progression et de nostalgie unique pour un joueur relativiste comme moi. De la même manière, Destiny 2 n'a jamais commencé au niveau 1 de puissance. Jour après jour, extension après extension, les gardiens deviennent plus forts. Et c'est signifié par ce genre de détails, comme si le jeu ne faisait qu'avancer. Et si les nouveaux joueurs ont aussi accès à cette puissance, c'est parce que les gardiens, tout ce qu'ils font, ils le font ensemble. Ce que j'essaye de dire avec cet éloge au consumérisme qu'est Destiny, c'est que Destiny,
C'est un jeu où l'immersion se projette jusque dans la réalité. Je veux pas sonner neuneux ou un peu puéril avec ce genre de remarques, mais il y a vraiment une partie de moi qui aime prendre Destiny et son histoire très au sérieux, parce que j'aime m'immerger dans des jeux qui me donnent le sentiment de réellement compter pour l'histoire. Au point que je pense pouvoir dire que dans ces jeux, il existe une sixième forme d'immersion, l'immersion dans le temps. Des jeux qui font qu'il y a toute une période de votre vie qui y sont liés à jamais. Parce que par exemple, fin 2021, c'était pas l'époque où je commençais ma vie professionnelle, c'était l'époque où j'explorais Europe. L'expérience immersive peut donc prendre des formes très différentes. Je pense malgré tout qu'on peut conclure et dire que même si certains jeux réussissent plus ou moins à briller dans ces différents domaines, l'immersion affective est primordiale dans la réussite d'un effet d'accroche du joueur avec l'œuvre. Ça ne veut pas dire que les jeux sont mieux, mais je pense que la dimension affective est celle qui nous permet de faire sauter tous les verrous qui nous feront lâcher prise et se laisser totalement immerger par ces expériences aussi uniques soient-elles, que ce soit une fenêtre dans votre existence ou pour vous suivre des années durant.